Nous allons parler maintenant des territoires. Ils sont au cœur de la transition. À quelques mois des élections municipales, la FENA sort d'ailleurs un livre blanc, un guide pratique pour les élus et futurs élus. L'enjeu, on le sait, est important. On l'a vu lors de la précédente table ronde. La crise énergétique de 2002 a révélé notre dépendance aux importations et rappelé l'intérêt stratégique des productions locales d'énergie. La question est simple, les politiques publiques territoriales ont-elles intégré cet impératif? On va poser la question à nos intervenants à suivre dans le cadre de cette nouvelle séquence intitulée « Quel rôle pour les territoires dans la politique énergétique ?» Vont répondre à cette question deux personnalités engagées. Je vous présente Frédéric Leveillé, le maire d'Argentan dans l'Orne, président de la communauté de communes Terre d'Argentan. Je vous invite à vous installer. Vous développez des outils opérationnels dans le photovoltaïque, le biogaz, la chaleur renouvelable. Vous allez nous expliquer votre vision de ce que vous appelez une écologie redistributrice. Pour partager ce regard avec nous, Sylvain Wasserman, merci d'être là, président de l'ADEME. Mettez-vous ici, comme ça Sylvain va se mettre là. Voilà, bien au milieu. Et puis, si vous voulez, comme ça c'est mieux pour croiser le regard. Sinon vous aurez du mal à croiser le regard. Merci à tous les deux d'être là. Cet échange est divisé en 3 temps. On va d'abord voir pourquoi produire local, ça change la donne. Et puis on échangera sur le bénéfice habitant comme moteur d'adhésion. Et enfin on parlera cohésion et gouvernance. On commence avec vous, Frédéric Leveillé, si vous voulez bien, monsieur le maire. On le disait en introduction, la crise énergétique de 2022 a rappelé combien la dépendance aux énergies importées fragilise notre souveraineté énergétique, mais également nos territoires. L'enjeu, c'est finalement de développer une production locale d'énergie. Est-ce que cet enjeu est suffisamment intégré par les élus? Alors, comme je suis un vrai Normand, je vais vous dire oui et non. Oui, parce que je pense que 2022 a bien montré les difficultés et que tout le monde s'est trouvé confronté à des situations qui étaient des situations quasi inextricables pour certaines d'entre elles et qu'il a fallu trouver et acter un certain nombre d'orientations, y compris locales, pour essayer de trouver des solutions. Mais je dirais pour une part non quand même, parce que d'abord il y a plusieurs situations et réalités. La première, c'est que je pense que les énergies renouvelables aujourd'hui, telles qu'elles sont présentées, ne sont pas suffisamment connues par les élus. Il y a un besoin de formation évident sur le sujet et je pense que, y compris au-delà d'élus pour agir, où il y a des choses qui se font avec l'ADEME, je pense qu'il y a vraiment des sujets à travailler sur les énergies renouvelables et surtout faire sauter un certain nombre d'idées reçues sur les énergies renouvelables qui sont quand même très nombreuses et qui font qu'on a des freins et des freins locaux et que des fois les sujets d'acceptabilité sociale, ils sont parfois plus compliqués chez les élus que chez les citoyens. Et qu'il y a un vrai travail à mener sur ce point-là. Et moi, je sais que sur un territoire comme le mien, alors je veux quand même le situer, parce que vous sachiez, moi je suis maire d'Argentan, donc c'est un peu moins de 14 000 habitants, c'est dans le département de l'Orne, et je suis président de Terre d'Argentan Interco, c'est une intercommunalité de 49 communes, 72 historiques, parce qu'il y a des communes nouvelles. C'est 715 km², donc c'est grand quand même, ça prend un peu de place. Et c'est très rural, puisque la plus petite commune, elle fait 58 habitants. Et Argentan fait 14 000. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à faire passer des messages, y compris dans des territoires qui sont des territoires où on veut bien faire de l'énergie renouvelable, mais on ne veut pas considérer qu'on n'est que là pour ça. Et les territoires ruraux, c'est parfois un peu le cas. Nous, on a beaucoup de méthanisation. On est le premier département, je crois, de France sur la méthanisation. Donc, on en a pas mal. Mais on voit bien aussi les freins. Là aussi, je vous donne une photographie territoriale. Le département de l'Orne, c'est 26 éoliennes. Il y en a 20 sur mon intercommunalité. Voilà, donc autant vous dire que le reste du département, c'est un peu limite. Donc il y a un vrai travail à mener d'information, d'explication. Et je le dis maintenant parce que je pense que ça peut être intéressant, y compris pour les techniciens qui sont là. Il y a un outil qui me semble essentiel si on veut faire partager ça aux élus. C'est ce qu'on appelle la balance énergétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sur le territoire dépensé en matière énergétique sur
toutes les énergies confondues, carburant compris. Nous, on l'a fait en 2016 ou 2017. C'était 100 millions par an, sur un petit territoire quand même, 34 000 habitants. 100 millions par an. Et donc, ça veut dire que ça permet d'identifier, d'alerter et de dire... plutôt que d'aller acheter des énergies fossiles à 70% ou un peu plus, ce qui est le cas aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres stratégies à porter et peut-être qu'on peut se prendre en main localement pour aussi produire de l'énergie et la consommer locale le plus possible, en tout cas, parce que parfois on en produit plus que ce dont on a besoin. Mais ça peut aussi servir à d'autres. Voilà. Sylvain Wasserman, on l'a dit, la transition énergétique, elle se déroule dans les territoires, mais Frédéric Léveillé nous dit là maintenant que chez les élus locaux, il peut y avoir des freins et qu'on a besoin d'explications. Alors c'est important de faire la pédagogie parce qu'en même temps, les ressources, elles sont dans les territoires. Et donc c'est parfois des ressources invisibles pour un élu qui ne s'intéresse pas au sujet. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la FEDEN de m'inviter. Je suis toujours très heureux de venir vous voir. Ce que tu disais, Frédéric, est extrêmement important. Et ramener à l'échelle du territoire des grandes équations nationales avec des grands chiffres qui ne parlent plus tellement les chiffres sont astronomiques, c'est extrêmement important. Mais je voudrais quand même rappeler une chose. On est dans un mode d'urgence sur les énergies fossiles. On parle tous de la dette à longueur de journée. C'est 60 milliards d'euros les intérêts de la dette. Mais il y a une hémorragie financière plus importante encore en France. C'est les 64 milliards d'euros qu'on dépense pour aller enrichir le gaz de Trump, le gaz de Poutine et les États du Golfe. 64 milliards d'euros. Et à chaque fois qu'un territoire prend les choses en main pour faire un réseau de chaleur, pour développer des énergies renouvelables, c'est un petit bout de ces 64 milliards qu'on réinternalise dans la chaîne de valeur française. Et c'est ce que disait Sylvie tout à l'heure. On est vraiment dans une logique de dire, il y a cette hémorragie-là. La question, c'est comment on fait le lien entre le territoire et ces grands enjeux nationaux. Et pour moi, les élus locaux visionnaires ont un rôle important. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer notre regard sur la transition écologique. La transition écologique, bien sûr, c'est un sujet du climat de 2050, mais pas que. Notre économie, elle sera à genoux si jamais ce qui s'est passé en 2022, prix du gaz x10, si ça dure 6 mois au lieu de durer 6 semaines, notre économie, elle est à genoux. On est vulnérable. Les énergies fossiles, je ne sais pas comment le dire, c'est la drogue dure de l'économie française. Il faut en sortir de cette dépendance parce que c'est une grande vulnérabilité. Et quand un élu fait un réseau de chaleur, moi je vous invite à réfléchir au fait que quand vous faites un réseau de chaleur, bien sûr, vous agissez sur les tonnes de carbone et sur le climat de 2050. Bien sûr, c'est la vocation numéro 1. OK. Mais enfin, on protège nos entreprises, nos logements sociaux des variations incontrôlables du prix du gaz. Et ça veut dire concrètement qu'une famille qui est dans un logement social avec des revenus vulnérables, si elle reste au gaz, elle peut voir ses charges exploser de façon incontrôlable et ça leur sera refacturé d'une façon ou d'une autre. Je pense que tout le monde a compris que l'État n'a plus les moyens de mettre 10 milliards ou 15 milliards ou 20 milliards pour faire un bouclier tarifaire à la prochaine envolée du gaz ou à toutes les envolées du gaz. C'est un modèle qui ne tiendrait pas, qui peut être tactique mais qui ne peut pas être dans le long terme. Donc, un élu qui fait un réseau de chaleur, un élu qui promeut des énergies renouvelables, il protège ses concitoyens, il les met à l'abri contre cette vulnérabilité qu'on a, et pareil pour les PME. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les finances des collectivités. Alors, il y a certaines collectivités, y compris des grandes, avec plein d'équipes d'ingénierie, qui ont topé des contrats de gaz au mauvais moment en 2022 et qui l'ont payé pendant 2 ans, parce qu'ils se sont dit, bon, ça monte, je vais prendre un prix fixe, puis après c'est redescendu. Et pendant 2 ans, ils ont eu le temps de réfléchir au fait, c'est absurde ce monde où on dépend de savoir si on va pouvoir passer le détroit d'Ormuz et si la géopolitique va se stabiliser. Donc dans ce contexte-là, toutes les personnes qui sont dans la salle là, ont la responsabilité, avec nos équipes, avec toute cette communauté, de se dire, bien sûr, il y a un enjeu de climat, évidemment, mais il y a aussi un enjeu de protéger notre économie et nos concitoyens. Et la meilleure façon de les protéger, c'est des réseaux de chaleur, des énergies renouvelables, c'est de sortir de cette hémorragie financière des énergies fossiles qui nous rend vulnérables. Voilà. Je tenais à le dire parce que les élus ont un rôle majeur. Pourquoi ? Parce que c'est le chaînon manquant dans cette équation entre les grands chiffres des milliards et des politiques publiques où on ne sait plus trop ce que ça veut dire et la réalité concrète de la vie du territoire. Donc à chaque fois qu'un élu fait ce que tu as fait en se disant, mais au fait, c'est combien la facture énergétique ? Mais au fait, c'est combien notre dépendance aux énergies fossiles ? Et au fait, est-ce qu'on ne peut pas essayer de résoudre cette équation ? À chaque fois qu'un élu fait ça, il rapproche
ce problème de nos concitoyens et les charges qu'ils payent à la fin du mois dans leur logement social, c'est un problème extrêmement concret. C'est pas un truc de bobo de centre-ville. C'est un truc de survie de notre modèle social, notre modèle économique. Donc je pense qu'à certains moments, il faut reprendre la parole sur ça, parce qu'on a collectivement été un peu mis KO debout par l'offensive contre les ENR. Et je le dis comme ça, hein, et je prends ma part, hein, mais j'ai discuté avec toute la communauté, on est très proches tous, on se parle les ENR. Quand on a vu un amendement pour dire, tiens, si on suspendait toutes les ENR, le temps qu'on fasse un rapport, quand on a vu des premières pages de couverture disant c'est 300 milliards, les ENR, c'est des gabegies, ben, on oublie que ce qu'on fait là sur des réseaux de chaleur, ce n'est pas des énergies intermittentes, qu'on ne peut pas tout mélanger, que la CRE a publié un vrai faux qui montre que tout ça, c'est n'importe quoi dans les chiffres. Donc vous voyez, on a été un peu KO debout parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Moi, dans toute une partie de ma vie, je me suis dit, il n'y a pas de doute, les ENR, voilà, il faut y aller. Et cette offensive-là, c'est un véritable combat. Et je pense que c'est à nous non seulement de répliquer, mais de prendre l'offensive sur ce positionnement des énergies renouvelables. Voilà, je tenais à le dire, mais c'est important de rappeler ça. Il ne faut pas perdre ce combat médiatique, il est essentiel. Frédéric Léveillé, Sylvain Wasserman vient de dire qu'il faut mettre à l'abri ses concitoyens, vos concitoyens, des fluctuations du marché. Et concrètement, est-ce que vos citoyens le voient sur Argentan et dans la communauté de communes? Comment ça s'illustre? Alors, pour reprendre la situation du réseau de chaleur, nous, le réseau de chaleur existe depuis 2009. C'est un réseau de chaleur bois. Aujourd'hui, 40 km autour, ce qui permet aussi d'ailleurs de structurer des filières, ce qui est important en matière économique. Et quand en 2009, on a mis en place le réseau de chaleur bois, y compris avec un délégataire qui était présent tout à l'heure, si vous voyez ce que je veux dire, on a fait baisser la facture. Nous le réseau de chaleur sur Argentan, il équipe 2000 logements, pour l'essentiel des logements sociaux, et l'essentiel des bâtiments publics, l'hôpital, le centre aquatique, la mairie, etc. Et les 2000 logements en question, à l'époque, ça leur a baissé la facture de 17%. C'était pas anodin. Depuis 2009, il y a une très faible augmentation, sauf en 2022, parce que la petite part du gaz, qui était que 10% du réseau de chaleur, mais qui a fait que ça a augmenté. C'est aussi pour ça que nous, on travaille sur le gaz localement avec de la méthanisation, et que, alors là, je le dis parce que comme ça, je le vends, parce qu'à chaque fois, je le vends, ce truc-là, et que pour l'instant, ça avance pas, et j'ai entendu que l'Europe était présente, donc il faut y aller. La décorrélation des prix du biogaz, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est une vraie stratégie sur les territoires. Si on veut pouvoir... Nous, on produit du biogaz. On a 57% de biogaz dans le réseau. On en aura 100% en 2030. Sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement corrélé avec le prix du gaz mondial et avec le prix du gaz fossile, ce qui fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Donc il faut non seulement l'aider dans la logique de la stratégie qui est portée, mais en plus, ça doit pouvoir bénéficier à nos concitoyens. Et ça, moi, je suis prêt à faire de l'autoconsommation collective en biogaz. Je suis OK. Mais pour ça, il faut que ça puisse aussi assurer avec une décorrélation des prix du biogaz. Parce qu'on va aussi travailler, et on a désormais tous les outils, parce que je le dis aussi, mais pour les élus, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris un mandat à structurer des choses. Aujourd'hui, on a structuré une association qui porte une PMO, une personne morale organisatrice, ce qui nous permet désormais, et on a commencé d'abord avec une entreprise, mais on va l'ouvrir assez vite aux citoyens, de faire de l'autoconsommation collective. Et en faisant de l'autoconsommation collective en électricité, on aura un territoire qui sera aussi finalement sur un jeu d'attractivité territoriale, puisqu'on ne paiera pas l'électricité le même prix qu'ailleurs. Au moins pour une part, pas surtout, bien entendu, il faut être raisonnable. Mais c'est important de le dire parce que c'est aussi comment est-ce qu'on produit local et qu'on consomme local, et comment est-ce qu'à partir de là, on peut plus facilement embarquer le citoyen qui se sent concerné, qui en plus en bénéficie. Parce que s'il n'en bénéficie pas, il regarde ça de loin, il dit ouais, pourquoi pas, et il ne voit finalement que les aspects négatifs et pas les aspects positifs dont il peut bénéficier. Et alors justement, pour embarquer les citoyens, vous parlez d'écologie redistributrice. Ça, c'est vraiment très important parce que Sylvain Wasserman le disait à l'instant, il parlait de ce débat anti-ENR qui monte. Face au débat anti-ENR qui monte, il faut parler de la facture qui baisse de 17%, mais aussi de cette écologie redistributrice. C'est quoi cette écologie redistributrice que vous opposez à l'écologie que trop souvent on veut nous dire punitive?
L'écologie redistributrice, c'est finalement comment est-ce qu'on se donne les moyens sur un territoire de créer des écosystèmes territoriaux, avec d'ailleurs beaucoup d'acteurs. Nous, on le fait aussi avec les entreprises. Réintégrer de la chaleur fatale d'une entreprise dans notre réseau de chaleur, c'est aussi mettre finalement les acteurs industriels dans le mouvement et dans la dynamique. L'écologie redistributrice, c'est faire que ce sur quoi on peut agir va avoir des conséquences pour les citoyens localement. C'est pour ça que je parle, par exemple, de la redistribution sur l'électricité avec l'autoconsommation collective. Mais il faut aller plus loin, et nous, on est déjà en train de penser au sujet d'après, sur le problème des déchets. Aujourd'hui, pourquoi les déchets augmentent tous les ans? Parce que la TGAP augmente tous les ans. Comment on fait pour qu'on fasse diminuer localement la TGAP? Quelle stratégie on met en œuvre? Et comment on fait pour que les déchets ne soient plus des déchets qu'on refilait aux voisins, et on était bien content de les refiler aux voisins, mais que ce soit une ressource et qui en plus nous permette de produire de l'énergie? C'est-à-dire que nous, on est en train de travailler là-dessus, sur des sujets et des thématiques un peu complexes, y compris techniquement sur de la pyrogasification polyflux, sur éventuellement de la gasification hydrothermale, etc. etc. Mais au-delà des aspects techniques et technologiques, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre des techniques, des outils qui vont permettre que derrière, on réponde à des enjeux, y compris de pouvoir d'achat localement sur les territoires. Sylvain Wasserman, c'est extrêmement important parce qu'il s'agit de sortir de ce discours ambiant très négatif, ce discours sur une écologie punitive, anti-ENR. Donc il faut développer un autre récit et présenter ces ENR comme moteur de justice sociale, d'autonomie locale. Alors déjà, je voudrais redire deux choses. 90% des Français sont pour le développement des ENR. Il y a une enquête qu'on fait depuis 27 ans. 90% des Français sont pour le développement des ENR. Donc ne sombrons pas dans une ambiance médiatique qui amènerait à penser que tout le monde est contre. Non, je le redis, c'est hyper important. 90% des Français sont favorables à l'augmentation des ENR. Donc ça, il faut bien arrêter de faire dire aux Français ce qu'on croit deviner en écoutant CNews. Deuxième chose qui est importante, je crois que tu as raison, le lien avec le citoyen est essentiel. Quand vous avez de l'autoconsommation sur des panneaux photovoltaïques, quand vous avez des circuits courts sur le biogaz qui va être produit, et quand on arrivera à décorréler ce prix pour dire il a un coût, il a un prix, il est stable, mais on sort des variations incontrôlables dont je parlais tout à l'heure des cours mondiaux. Là, on rapproche l'équation économique des énergies renouvelables de la réalité de la vie de nos concitoyens qui pourront toucher du doigt cette protection par rapport à ce bouclier que représentent les énergies renouvelables, dont le coût est beaucoup plus lissé, beaucoup plus prévisible et beaucoup plus dans l'action. Parce que c'est important, les lois et les budgets qu'on vote à Paris, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais enfin, ce qui fait que les projets vont naître ou pas, ce qui fait qu'on aura des acteurs économiques qui vont s'intéresser aux projets, que les citoyens seront en faveur des projets, que des élus le porteront. Finalement, c'est les territoires. Ça se passe sur les territoires. Ça se passe avec l'impulsion d'élus qui vont se dire restons pas les bras croisés. On a à l'échelle de notre territoire prendre conscience des chiffres que tu donnais sur le coût les dépenses d'énergie. On prend en main notre destin au niveau du territoire. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et puis, comme toute la communauté des réseaux de chaleur est ici, je voulais quand même rappeler un chiffre. Il est national, j'en excuse, mais il faut vraiment que j'en parle. On a des modèles assez évolués pour essayer de voir l'impact de la transition écologique, l'impact socio-économique de la transition écologique. Et il y a un calcul qui, moi, me frappe et qu'on utilise beaucoup dans nos débats sur le fonds chaleur aujourd'hui. Et Sylvie l'évoquait tout à l'heure à la table ronde, Sylvie et Franck. Quand on injecte 1 milliard d'argent public dans le fonds chaleur, c'est beaucoup d'argent, 1 milliard, dans les périodes... On injecte 1 milliard. Ça génère 2,8 milliards d'argent privé, vous, qui allez investir dans ces solutions-là. Ces 2,8 milliards, on l'a calculé, ça donne 1,8 milliard de PIB en plus. Parce que si on importe une machine, ça ne rentre pas dans le PIB. Bon, bref, du vrai PIB, c'est 1,8 milliard. Le taux de prélèvement moyen du PIB, c'est 42-46% à peu près. Ça fait 800 millions d'euros qui retournent directement en année 2
dans les caisses de l'État, dans les charges sociales des ingénieurs qui vont concevoir, dans les travaux qu'on va piloter, dans tout ça. Donc on investit 1 milliard, ça donne 800 millions de retours sur l'année 1 ou 2, enfin tout de suite, quoi. Et évidemment, ça économise des importations de gaz naturel. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les 64 milliards. Aujourd'hui, au total, le fonds chaleur, c'est plus de 2,5 milliards par an d'économie, de déficit de la balance commerciale en moins, parce qu'on a remplacé du gaz naturel. Donc c'est un bon investissement, pour reprendre les termes qu'il y avait juste avant. C'est un bon investissement pour l'État, pour la planète. Et quand on aligne les intérêts des acteurs du territoire, des solutions que portent les élus, les intérêts des concitoyens et les intérêts de la planète, c'est là où ça peut évidemment porter ses fruits. Frédéric Leveillé, tout à l'heure, on parlait de ces territoires, vous l'avez dit en introduction, où vous sentez encore des freins chez les élus. Alors vous êtes ici au titre de membre d'Intercommunalité de France, qui réunit toutes les intercommunalités. Est-ce que vous avez des discussions autour d'un risque de fracture territoriale énergétique ? On n'a pas beaucoup cette discussion pour l'instant sur la fracture énergétique qui peut exister ou qui pourrait exister. Mais pour autant, il faut bien qu'on arrive à faire prendre conscience à l'ensemble des territoires de ce pays qu'il y a des constantes et qu'il y a des stratégies à porter. Si on reste à l'échelle intercommunale, on a aujourd'hui, dans la quasi-totalité des intercommunalités, un devoir d'avoir ce qu'on appelle un PCET, un plan climat-air-énergie territorial. Quand on regarde le fonds climat, dont moi j'ai bénéficié parce que moi mon PCET il est finalisé et tout, donc je suis bien content, mais je crois que je suis le seul dans mon département. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation où finalement on n'utilise pas des outils qui sont des outils qu'on doit porter sur les territoires, qui nous permettent d'avoir des trajectoires, qui nous permettent d'avoir des objectifs. Moi, la trajectoire, elle est claire, c'est tendre vers une autonomie énergétique en 2048. Je pense qu'on y sera. Parce qu'on diversifie et qu'on a un mix énergétique. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement appréhendé par l'ensemble des intercommunalités sur le territoire national et par les communes. On le voit bien. Et avec des freins quand même existants. Alors évidemment, il y a en effet plein d'endroits où ça marche super bien et où on avance et où ça se développe et où il y a plein de choses qui sont réalisées. Mais on sent bien qu'il n'y a pas une dynamique commune et collective. Et on le ressent, et je reprends l'évocation de la table ronde précédente, c'est que on le voit bien, y compris aujourd'hui dans l'action déclinée en termes de décentralisation ou non d'ailleurs, des régions sur les territoires. Moi, je suis en région Normandie, moi j'ai des projets agrivoltaïques sur mon territoire. Mon président de région, il a dit il n'y aura pas 1 mètre carré d'agrivoltaïque dans Normandie. Bon, je pense que c'est une erreur stratégique. Mais voilà, donc il y a un vrai questionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir laisser les territoires inventer, innover, créer, faire des essais qui peuvent d'ailleurs échouer, parce que c'est ça, l'innovation, on ne gagne pas tout le temps. Mais en même temps, se dire qu'il faut laisser de la souplesse suffisamment pour que chacun puisse s'y investir et sur des sujets qui vont être divers. Moi, je dis souvent aux élus que je rencontre, nous, on a un mix énergétique. Voilà, alors je peux vous le citer, tac, 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 etc. Vous n'aurez pas le même, mais peu importe. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous ayez un mix énergétique et que vous ayez une vision stratégique avec des objectifs. Et ça, je pense qu'il faut le travailler, il faut le faire d'abord avec une vraie volonté politique, avec une vraie stratégie, avec des vraies actions concrètes et avec des équipes. Alors, moi, là aussi, je le dis, moi, dans mon service urgence climatique développement durable, qui est un service mixte interco-ville, moi, j'ai 7 agents. Et ils sont au taquet, et donc ils sont bons, ils ont une idée à la minute. Donc voilà, mais je vois bien que quand j'échange avec d'autres, des fois ils ont un agent, des fois 2, et puis ça s'arrête là. Et donc il y a besoin d'avoir cette technicité. On a besoin de nos techniciens. Sylvain Serman, est-ce que ce sujet de fracture territoriale, il vous interpelle et comment enclencher ce dont parle Frédéric Leveillé, cette dynamique collective ? Oui, évidemment, il parle. Je crois qu'il ne faut pas minimiser le rôle des élus. Et tu as raison, il est fondamental. Moi, je me souviens quand j'étais président de Comcom, c'est une petite Comcom, je portais mes sujets de transition écologique, je les faisais un par un.
Et évidemment, j'étais fier de mes projets, mais je mesure, quand je suis arrivé à l'ADEME, je me suis dit, waouh, mais si j'avais su tout ça quand j'étais élu, quoi. Si j'avais connu ces outils, ces méthodologies, ces outils à disposition gratuitement, ces formations gratuites. Et c'est là où on s'est dit, la priorité pour nous, c'est d'ouvrir au maximum. Et c'est là où est né, tu en parlais tout à l'heure, le réseau Élus pour agir. C'est l'idée de se dire, partageons et donnons des clés de décryptage aux élus qui, prenons les sujets un à un de la transition écologique pour partager des clés de décryptage et permettre d'essayer de diffuser, d'outiller les maires. Donc c'est vraiment pour les maires, les élus municipaux, les conseillers communautaires, mais pour apporter des clés de décryptage qui leur permettent après de se dire, bon, voilà, en fonction de mon territoire, voilà la démarche que je vais prendre. Mais sur ces éléments, c'est normal que la transition écologique au sens large, ça puisse crisper et créer des fractures. C'est normal parce que c'est des changements. Et que, alors ce serait un peu long pour le développer là, mais moi j'analyse 4 types de changements. C'est 4 types individuels, que chaque individu, que ce soit pour investir, et là il faut des subventions, que ce soit pour, dans l'habitude de trier ses déchets, de la façon dont on le fait, que ce soit sur les logiques d'engagement, en disant non, là je sais que c'est plus raisonnable, donc je vais arrêter de passer un week-end à Marrakech en avion parce qu'en fait c'est pas raisonnable, je vais choisir un autre mode et je renonce à ça parce que ça vaut le coup, ou que ce soit sur des conflits de liberté individuelle. Le sujet des ZFE à cet égard est très intéressant. Les ZFE, c'est un conflit de liberté individuelle entre celui qui dit je veux ma liberté de circuler jusqu'au centre-ville même si j'ai un diesel à particules fines, et le papa qui promène son gamin dans la poussette et avec le gamin qui est à la hauteur des pots d'échappement quand il traverse les passages piétons et qui se dit mais mon gamin il a le droit de respirer un air qui n'est pas pollué par tes particules qu'il a juste au niveau de sa poussette quand il traverse la route. Donc vous voyez, c'est tout ça, c'est des changements individuels qui percutent notre pacte social, qui pose la question de la solidarité, jusqu'où l'argent public doit financer un réseau de chaleur, doit financer une entreprise qui se décarbone, doit financer la rénovation d'un ménage qui n'en a pas les moyens, mais aussi du civisme. Pourquoi est-ce que je trierais? C'est un acte gratuit, mais en fait, il a un impact. Donc c'est la dimension de civisme, la dimension d'engagement citoyen. Celle où dit je renonce un peu parce que voilà, je suis pas fermé sur les évolutions du monde et je comprends bien qu'il faut que j'agisse. Donc je vais prendre ces décisions de changement dans ma vie. Et puis aussi ces conflits de liberté. Et donc tout ça fait que la transition écologique au sens large, ça percute notre pacte social. Donc c'est normal que quand ça percute, que quand ça amène des questions du rapport entre l'individu et le collectif, c'est normal que ça crée des crispations, que ça crée des questionnements, que ça crée parfois des tensions. Le rôle de l'élu dans cette logique-là, il est déterminant. Un maire me disait tout récemment, pour la première fois de ma vie, je pense que je serai élu et qu'en général, aux prochaines élections, on sera élu sur ce qu'on a fait, mais aussi sur ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'il avait des citoyens qui venaient voir en disant mais au fait, là-bas, ils ont fait un truc sur la redevance incitative, moins 30% de déchets, et nous, on continue là, et on va payer la taxe d'enfouissement une fortune. Et d'ailleurs, les énergies renouvelables, pourquoi il n'y a rien en fait chez nous puisque chacun doit agir, pourquoi nous, on ne fait rien? Donc vous voyez, cette idée de dire... maintenant, le difficile rôle de l'élu, et je mesure que c'est un rôle compliqué, magnifique, mais difficile à la fois, ça va être à la fois de défendre un bilan et à la fois de répondre à ce qu'on n'a pas fait. Et donc, dans cette logique-là, nous, ce qu'on peut faire à notre juste place à l'ADEME, c'est par exemple proposer des méthodologies. Il y en a une qui s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique, qui permet à un élu de regarder à 360 degrés tous les sujets de la transition écologique, d'avoir des débats avec ses citoyens dans son conseil municipal, de se dire, voilà, moi je pense que les priorités, au vu de nos contraintes financières, au vu de nos capacités à gérer, au vu de nos équipes internes, de leur niveau de performance ou pas, tout le monde ne peut pas être au niveau d'Argentan sur ces sujets-là, mais tant pis, c'est pas grave, je vais faire mes choix, c'est mon rôle d'élu. Et du coup, je vais choisir ce plan d'action-là et je vais le prioriser comme ça. Ça permet à un citoyen qui vient le voir en disant très bien ton idée, mais voilà, attendons le prochain exercice parce qu'on a dû faire des choix et voilà les choix qu'on a faits en s'appuyant sur une méthodologie scientifique pour définir nous-mêmes
les priorités de notre territoire. Et je crois que c'est important, et tu disais, chacun a son mix énergétique, chacun a ses contraintes, chacun va avoir une sociologie dans son village ou dans sa ville qui va être différente, avec des gens qui sont plus ou moins sensibles. C'est l'élu qui a cette intelligence-là pour essayer de sentir les choses et de porter la transition écologique. C'est pour ça que, pour moi, je l'ai écrit, mais je le redis, j'y crois profondément, cette transition écologique, elle sera territoriale, portée par les élus, ou elle ne sera pas. Il nous reste 1 minute 40. Une dernière question au maire. Vous avez dû entendre dans son discours politique général le Premier ministre parler d'actes de décentralisation. Vous disiez à l'instant, il faut nous laisser inventer. Qu'est-ce que vous attendriez de cette décentralisation pour aller plus loin dans vos actions? Est-ce que vous êtes aujourd'hui freiné ou pas? Ce que j'attends, c'est d'abord de la simplification. C'est-à-dire qu'on arrive à porter des projets et qu'on n'y passe pas 10 ans avant qu'ils sortent. Donc on a besoin de simplification, on a besoin de meilleure lisibilité. J'ai encore appris des choses tout à l'heure, y compris sur les fonds européens que je vais aller chercher dans pas longtemps là. J'ai entendu ça. Donc voilà, on a besoin vraiment d'information, de lisibilité, et on a besoin de simplification. Parce que j'ai aussi entendu situation projet Life. Moi, projet Life, ma chef de cabinet, il a passé 1 mois, jour et nuit bientôt, à me faire un projet Life. Et comme il faut écrire la phrase A et pas la phrase B, machin, etc., nous, on a été retoqués. C'est tellement compliqué, tellement complexe. Enfin, faisons simple, quoi. Laissons-nous des opportunités d'inventer, d'innover, de développer sur les territoires. Mais pour ça, utilisons des outils qui soient des outils simples, efficaces, et qui vont nous permettre non seulement de pouvoir le faire rapidement, avec des retours réels pour les populations sur les territoires, parce que pour les élus, c'est ça l'enjeu. Merci Frédéric Leveillé. Une conclusion minute? Oui, en 1 minute, je rebondirai sur ce que tu as dit. En fait, la simplicité, j'ai été parlementaire, donc je mesure que les sujets de simplification, de loin, c'est toujours facile, et plus on se rapproche, plus c'est compliqué. Et en fait, je pense que tu as la bonne approche. C'est-à-dire de dire, partons de qu'est-ce que va être la simplicité pour un citoyen. La simplicité, ça va être de dire, on produit du biométhane sur notre territoire, et faisons-le sans dépendre du prix des marchés mondiaux. La simplicité, ça va être de dire, tiens, il y a un grand parc photovoltaïque qui a piloté ma commune, et nous, habitants, on peut très simplement bénéficier du retour en termes de kilowattheures produits localement à un coût stable. Vous voyez, c'est logique, vue du citoyen, très simple, vue du citoyen. Ces 2 exemples-là, en fait, sur le chemin critique, il y a énormément de choses compliquées. Mais si on le ramène vue du citoyen, je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir la transition écologique et donner... C'est un des rares modèles, la transition écologique, qui est territorialisé, dont l'essence même est d'être sur le territoire. Donc, je crois que l'approche que tu développes est la bonne, c'est de dire la simplification, c'est vue du citoyen. C'est pas telle ou telle procédure uniquement, tel ou tel acte administratif. C'est comment on fait vue du citoyen pour répondre à ce genre de questions simples qui vont rapprocher la transition écologique de nos concitoyens. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvain Sorban, président de l'ADEME, et le maire d'Argentan, Frédéric Leveillé. Merci beaucoup.